Dans une petite ville africaine bordée de collines verdoyantes et de marchés animés, vivait Hawa, une jeune fille de 19 ans. Fille unique de parents modestes mais aimants, elle était connue pour sa beauté naturelle, une peau ébène éclatante, de grands yeux noirs qui reflétaient sa gentillesse et un sourire capable d'illuminer les journées les plus sombres. Sa chevelure tressée en de fines nattes tombait délicatement sur ses épaules, révélant une élégance simple mais saisissante. Hawa était ambitieuse et déterminée. Elle rêvait de devenir infirmière pour servir sa communauté. Ses journées étaient rythmées entre les cours à l'école secondaire et son petit travail au marché, où elle aidait sa mère à vendre des légumes. Malgré les défis financiers de sa famille, elle restait pleine d'enthousiasme et de gratitude pour la vie. C'est au marché qu'elle rencontra Tarek, un jeune homme d'une trentaine d'années, grand, avec une allure confiante et un regard perçant. Sa voix douce et ses manières polies captèrent rapidement l'attention d'Hawa. Il se présentait comme un entrepreneur venu investir dans la région, parlant de projets ambitieux et prometteurs. Jour après jour, Tarek revenait au marché, achetant des produits auprès d'Hawa et engageant des conversations. Les intentions de Tarek semblaient nobles, il se montrait attentionné, l'encourageait dans ses études et parlait souvent de son propre parcours difficile. Hawa, qui n'avait jamais connu l'amour, sentit naître en elle des sentiments qu'elle n'avait jamais éprouvés auparavant. Un soir, après des semaines de fréquentation, Tarek l'invita à dîner dans un restaurant populaire de la ville. C'était une expérience nouvelle pour Hawa, habituée à la simplicité. Assise face à lui, elle se sentit spéciale, écoutée et valorisée. Lorsqu'il lui tint la main et lui parla d'un avenir où ils pourraient construire quelque chose ensemble, elle ne put s'empêcher de rêver. Cependant, certains membres de la communauté étaient méfiants à l'égard de Tarek. Sa soudaine apparition et son intérêt pour Hawa semblaient étranges à ceux qui l'observaient. Un voisin, un vieil homme sage du quartier, avertit doucement la mère d'Hawa. « Fais attention à cet homme. Il n'est pas d'ici, et sa gentillesse cache peut-être autre chose. » Mais Hawa, aveuglée par ses émotions, ignorait les mises en garde. Pour elle, Tarek était la preuve qu'elle méritait d'être aimée et qu'un avenir meilleur l'attendait. Un jour, Tarek proposa à Hawa de l'accompagner dans une ville voisine pour rencontrer un ami qui pourrait l'aider à financer ses études. Enthousiaste, elle accepta sans hésiter. Ce voyage serait une étape vers la réalisation de ses rêves, pensa-t-elle. Le jour du départ, Hawa embrassa sa mère avec affection, lui promettant de revenir bientôt. Elle monta dans la voiture de Tarek, un véhicule luxueux qui contrastait avec les modestes moyens de sa famille. Pendant le trajet, il lui parla d'opportunités, de confiance et d'avenir. Hawa écoutait, le cœur rempli d'espoir. Mais, alors que le soleil commençait à se coucher, la voiture quitta les routes principales pour s'enfoncer dans une zone plus isolée. Hawa sentit une légère inquiétude, mais Tarek la rassura avec un sourire. « C'est un raccourci, ne t'inquiète pas. » Pourtant, son sourire, cette fois, semblait différent. Le silence pesant de la nuit commençait à envelopper les environs alors que la voiture de Tarek avançait sur une route de terre bordée d'arbres denses. Hawa, d'abord captivée par ses rêves d'avenir, commença à remarquer des détails troublants. Les lampadaires avaient disparu, et le paysage familier de la ville s'était transformé en un environnement sombre et étranger. « Tarek, on arrive bientôt ?» demanda-t-elle, tentant de masquer l'inquiétude dans sa voix. Tarek hocha la tête sans répondre, fixant la route devant lui. Peu après, il ralentit la voiture et s'arrêta devant une vieille bâtisse en béton, isolée et partiellement en ruine. Hawa sentit une boule se former dans son ventre. « Nous sommes là, » dit-il, d'un ton froid qui ne lui ressemblait pas. Avant qu'elle ne puisse poser une autre question, deux hommes surgirent de l'obscurité. Leur allure imposante et leur visage fermé déclenchèrent une panique immédiate chez Hawa. « Tarek, qu'est-ce qui se passe ?» murmura-t-elle, son cœur battant à tout rompre. Mais Tarek ne répondit pas. Il sortit de la voiture et échangea quelques mots avec les deux hommes en langue locale, des mots qu'Hawa ne comprenait pas. Quand il ouvrit enfin la porte du côté d'Hawa, ce n'était plus le Tarek qu'elle avait connu. Son regard était froid, dépourvu de la douceur qu'elle lui avait attribuée. « Descends », ordonna-t-il sèchement. « Pourquoi ? Où sommes-nous » protesta-t-elle, la voix tremblante. Tarek attrapa brutalement son bras et la tira hors de la voiture. Hawa tenta de se libérer, mais les deux hommes l'encerclèrent rapidement, réduisant toute possibilité d'évasion.
Fais ce qu'on te dit, dit l'un des hommes d'un ton menaçant, sinon ça finira mal pour toi. Sous le choc, Hawa comprit que tout ce qu'elle avait cru sur Tarek n'était qu'un mensonge. Cet homme qu'elle aimait, à qui elle avait confié son cœur, l'avait trahi de la pire des façons. Elle fut conduite de force à l'intérieur du bâtiment. L'air à l'intérieur était suffocant, chargé d'une odeur de moisissure et d'humidité. Des lumières tamisées éclairaient faiblement un couloir délabré. Hawa remarqua d'autres jeunes filles assises sur des matelas sales, leurs visages marqués par la peur et la fatigue. Une femme d'une quarantaine d'années, grande et imposante, entra dans la pièce. Elle scruta Hawa de haut en bas avant de lancer. « Celle-là est jolie. » Elle rapportera gros. Hawa sentit les larmes monter à ses yeux. « Qu'est-ce que vous me voulez? Pourquoi je suis ici? » cria-t-elle, désespérée. La femme éclata d'un rire glacé. « Bienvenue dans ta nouvelle vie, ma chère. Tu appartiens maintenant à ce réseau. » Le reste de la nuit fut un cauchemar pour Hawa. On lui expliqua qu'elle avait été vendue, que sa liberté n'existait plus. La femme, qu'on appelait Mamaka, était à la tête d'un réseau de traite des êtres humains. Elle força Hawa à se changer en des vêtements provoquants, lui ordonna d'obéir et la menaça de violence si elle résistait. Les jours suivants furent un enfer. Hawa et les autres filles étaient surveillées en permanence, enfermées dans des chambres insalubres et forcées de subir les abus d'hommes qui payaient pour les exploiter. Chaque nuit, Hawa pleurait en silence, se demandant si elle reverrait un jour sa famille. Pourtant, au milieu de cette obscurité, Hawa n'abandonna pas complètement. Elle observait les mouvements des ravisseurs, notait leurs faiblesses. Elle commença à discuter discrètement avec d'autres filles, cherchant à tisser des liens malgré la peur qui les paralysait. Parmi ces filles, il y avait Fatou, une adolescente de 16 ans, frêle mais incroyablement courageuse. Fatou avait été enlevée quelques mois plus tôt et rêvait de retrouver sa mère. Son amitié donna à Hawa une lueur d'espoir. Une nuit, alors qu'elle était seule avec Fatou, Hawa murmura. « On ne peut pas rester ici. Il faut trouver un moyen de s'échapper. » Fatou hocha la tête, mais ses yeux reflétaient la peur. « Ils nous tueront si on essaie, » répondit-elle. « Peut-être, » admit Hawa, « mais je préfère mourir en essayant que de vivre comme ça. » Hawa savait qu'il lui faudrait du courage, de la patience et une confiance inébranlable. Elle se promit de ne jamais se laisser briser, quel que soit le prix à payer. Le soleil se levait à peine lorsque Mamaka pénétra dans la chambre où étaient entassées les filles. Son regard sévère et sa voix autoritaire glaça le peu d'espoir qu'Hawa et les autres tentaient de préserver. « Debout !» cria-t-elle. « Vous savez ce que vous avez à faire. » Hawa, épuisée par une nuit sans sommeil, se redressa lentement. Elle ne reconnaissait plus son propre reflet dans le miroir brisé accroché au mur. Ses joues creuses et ses yeux rougis témoignaient des horreurs qu'elle avait vécues. Mais au fond de son regard brillait encore une flamme de résistance. Les filles furent alignées dans une salle étroite, où Mamaka donnait ses ordres quotidiens. Elle contrôlait chaque aspect de leur vie, de leur nourriture jusqu'à leurs moindres mouvements. Les menaces étaient constantes, et la peur était devenue leur compagne quotidienne. « Vous êtes ici pour travailler, et tant que vous êtes sous mon toit, vous faites ce que je dis. Si l'une de vous ose désobéir, vous savez ce qui vous attend. » Mamaka désigna une fille dans le coin, dont le visage portait les marques visibles de coups récents. Elle avait tenté de résister la veille, et sa punition avait été brutale. Hawa détourna les yeux, le cœur serré. Elle savait qu'elle devait être prudente et stratégique. Chaque jour, elle observait les allées et venues des ravisseurs, notant les heures où la surveillance semblait moins stricte. Les semaines passèrent, rythmées par des ordres cruels et des actes humiliants. Chaque nuit, Hawa était forcée d'obéir à des hommes qu'elle ne connaissait pas, sous le regard impitoyable des ravisseurs. Pourtant, elle refusait de laisser son esprit sombrer dans le désespoir. Un soir, après une longue journée de souffrance, Hawa trouva le courage de parler à Fatou, qui semblait aussi au bord de l'effondrement. « Fatou, écoute-moi, » murmura-t-elle. « On doit rester forte. Je sais que c'est difficile, mais on ne peut pas laisser ces monstres gagner. » Fatou éclata en sanglots. « Je n'en peux plus, Hawa. Je veux mourir. » Hawa prit ses mains dans les siennes et la regarda droit dans les yeux. « Tu n'as pas le droit d'abandonner. Pas après tout ce qu'on a vécu.
Si on reste unis, on peut s'en sortir. Ces mots, bien que simples, insufflèrent une lueur d'espoir à Fatou. À partir de ce moment, Hawa devint une figure de courage pour les filles. Elle les encourageait à tenir bon, leur rappelant que leur liberté, bien qu'éloignée, était toujours possible. Un jour, Hawa fut convoquée dans une pièce où Tarek l'attendait. Son visage était le même, mais son sourire charmeur avait disparu, remplacé par une froide indifférence. « Alors, Hawa, tu t'habitues à ta nouvelle vie ?» demanda-t-il avec une ironie glaçante. Hawa sentit sa colère monter, mais elle se força à rester calme. « Pourquoi m'as-tu fait ça, Tarek ? Je t'aimais. Je te faisais confiance. » Il haussa les épaules. « L'amour ? La confiance ? Ce ne sont que des illusions. Tout ce qui compte, c'est l'argent. Et toi, tu es une marchandise précieuse. » Ces mots frappèrent Hawa comme un coup de poignard. Elle comprit alors qu'il n'y avait rien d'humain chez cet homme. Il était prêt à sacrifier des vies pour son propre profit. Lorsqu'elle retourna auprès des autres filles, Hawa se jura de ne jamais laisser Tarek ou quiconque lui voler son humanité. Un soir, alors que les ravisseurs semblaient distraits, Hawa surprit une conversation entre deux d'entre eux. Ils parlaient d'un chargement à venir et de l'absence temporaire de Mamaka. Cette information précieuse éveilla en elle une idée, c'était peut-être leur chance de s'échapper. Elle partagea son plan avec Fatou et une autre fille nommée Mariam, une jeune femme d'une vingtaine d'années, forte et déterminée malgré les épreuves. « Si Mamaka n'est pas là, la sécurité sera réduite, » expliqua Hawa. « Nous devons profiter de cette occasion. » Fatou et Mariam étaient terrifiées, mais elles savaient qu'Hawa avait raison. « Qu'est-ce qu'on doit faire ? » demanda Mariam. « Nous devons attendre qu'il soit distrait, » répondit Hawa. « Une fois que nous aurons une ouverture, nous courons. Peu importe où, mais loin d'ici. » Les jours suivants, Hawa et ses alliés observèrent attentivement les moindres détails. Elles repérèrent une fenêtre mal verrouillée dans l'une des pièces et commencèrent à préparer leur évasion. Une nuit, après avoir entendu les ravisseurs rire bruyamment dans une autre pièce, signe qu'ils étaient distraits, Hawa fit signe aux filles. Le cœur battant à tout rompre, elles se glissèrent jusqu'à la fenêtre. « Une fois dehors, on se sépare pour qu'ils aient plus de mal à nous attraper, » murmura Hawa. Fatou tremblait, mais Hawa lui serra la main. « Tu es plus forte que tu ne le crois, Fatou. » Elles réussirent à ouvrir la fenêtre et à se faufiler à l'extérieur. L'air frais de la nuit leur donna un regain d'énergie. Mais leur fuite ne passerait pas inaperçue bien longtemps. À peine avait-elle parcouru quelques mètres qu'un cri retentit derrière elle. Elle s'échappe. Les ravisseurs s'élancèrent à leur poursuite, mais Hawa, portée par une détermination féroce, courait sans se retourner, entraînant les filles vers une lueur d'espoir. La nuit était sombre, et seules les étoiles illuminaient faiblement leur chemin. Hawa et les filles couraient à perdre haleine, guidées par leur instinct de survie. Derrière elles, les cris des ravisseurs résonnaient, emplis de colère et de menaces. « Ne vous arrêtez pas !» hurla Hawa, le souffle court. « Continuez, on va y arriver. » Le terrain accidenté rendait leur progression difficile. Les racines des arbres, dissimulées par l'obscurité, faisaient trébucher Fatou, qui peinait à suivre le rythme. « Hawa, je n'y arriverai pas » sanglota-t-elle en ralentissant. Hawa fit demi-tour et la releva d'une main ferme. « Si, tu peux. On est presque libre, Fatou. Pense à ta mère, pense à ta vie. » Ces mots ravivèrent un semblant de force en Fatou, qui reprit sa course en titubant. Mariam, plus robuste, ouvrait la voie, brisant les branches qui entravaient leur progression. Soudain, un bruit de moteur retentit au loin. Les ravisseurs avaient sorti une voiture pour les rattraper. La panique s'empara des filles. « Ils vont nous attraper !» cria Mariam, en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. « Pas si on trouve une cachette !» répliqua Hawa, cherchant frénétiquement un abri. Elles arrivèrent bientôt à un petit ruisseau bordé d'arbustes denses. « Par ici !» murmura Hawa. « On va se cacher dans les buissons. » Elles se jetèrent dans les fourrés, retenant leur souffle tandis que les phares de la voiture balayaient les environs. Le bruit du moteur ralentit, puis s'arrêta. « Elles ne peuvent pas être loin !» aboya une voix masculine. « Fouillez partout !» Les pas lourds des hommes se rapprochaient. Hawa pressa la main de Fatou, dont les larmes coulaient silencieusement.
Elles priaient intérieurement pour que leur cachette suffise. L'un des ravisseurs s'arrêta à quelques mètres d'elle. Hawa pouvait entendre sa respiration et le bruit métallique de son arme. Rien ici, lança-t-il finalement. Elles ont dû partir plus loin. Le groupe remonta dans la voiture, et le bruit du moteur s'éloigna peu à peu. Les filles restèrent immobiles encore quelques minutes, jusqu'à ce que le silence retombe complètement. On peut sortir, chuchota Mariam. Non, attendons encore un peu, répondit Hawa, prudente. Après ce qui sembla une éternité, elles se relevèrent enfin, trempées par le ruisseau mais vivantes. Maintenant, on doit trouver un endroit sûr, dit Hawa. Il faut prévenir la police, mais on ne peut pas utiliser les routes principales. Elles continuèrent à marcher, leur corps fatigué mais leurs esprits déterminés. Au loin, elles aperçurent enfin les lumières d'un village. Là-bas, s'exclama Fatou, retrouvant un peu d'espoir. Le chemin vers la liberté semblait à portée de main. Les filles avancèrent prudemment vers le village dont les lumières vacillantes perçaient l'obscurité. Chaque pas était empreint de fatigue, mais l'espoir de trouver du secours leur donnait la force de continuer. Hawa, en tête du groupe, scrutait les environs pour s'assurer qu'aucun ravisseur ne les suivait. Dès qu'on arrive, on doit trouver quelqu'un de confiance, murmura-t-elle. Pas question de tomber sur quelqu'un qui pourrait nous dénoncer. Fatou hocha la tête, mais son visage trahissait son épuisement. Mariam, plus pragmatique, ajouta. On devrait chercher le chef du village. Ces petits villages ont souvent un ancien ou un chef respecté. En approchant des premières habitations, elles furent accueillies par le silence. Les maisons étaient modestes, faites de briques et de toits en tôle. Seule la lueur vacillante d'une lampe à pétrole perçait l'obscurité devant une maison. Hawa s'approcha lentement et frappa à la porte. Son cœur battait à tout rompre, craignant qu'on leur refuse de l'aide ou, pire, qu'on les trahisse. Un vieil homme ouvrit finalement la porte. Sa peau ridée portait les marques d'une vie difficile, mais ses yeux reflétaient une bienveillance immédiate. « Qui êtes-vous, mes enfants ?» demanda-t-il d'une voix grave mais chaleureuse. « Nous avons besoin d'aide, » répondit Hawa, tentant de contenir ses larmes. « Nous avons fui un endroit horrible, des gens nous retiennent de force, nous exploitent. » Le visage de l'homme s'assombrit. « Entrez vite, avant que quelqu'un ne vous voie. » Les filles pénétrèrent dans la petite maison. L'intérieur était simple mais propre, et une femme âgée, sans doute la femme du vieil homme, leur apporta de l'eau et des couvertures. « Parlez-moi de ce qui vous est arrivé, » dit le vieil homme après qu'elles se furent installées. Hawa prit une profonde inspiration et raconta tout, depuis sa rencontre avec Tarek jusqu'à leur évasion. Chaque mot semblait raviver les blessures qu'elle portait, mais elle se força à continuer. Le vieil homme écouta attentivement, hochant la tête de temps en temps. « Vous avez beaucoup souffert, mes filles, » dit-il enfin. « Mais vous êtes courageuses. Votre histoire ne doit pas rester cachée. Pouvez-vous nous aider à contacter la police ?» demanda Mariam. Le vieil homme hocha la tête. « Oui, mais cela doit être fait avec précaution. Ces criminels peuvent avoir des complices partout, même parmi les autorités. Je connais un gendarme de confiance dans le village voisin. Nous irons le voir à l'aube. » Malgré l'apparente sécurité, la nuit fut difficile. Chaque bruit extérieur faisait sursauter les filles, et leurs cauchemars les réveillaient en sursaut. Hawa, incapable de dormir, resta assise près de la fenêtre, regardant le ciel étoilé. Fatou, qui ne pouvait plus retenir ses larmes, s'approcha d'elle. « Hawa, et si ces gens nous retrouvaient ?» Hawa prit une grande inspiration et posa une main réconfortante sur l'épaule de Fatou. « Ils ne nous retrouveront pas. On est trop loin maintenant. Et même s'ils le faisaient, je me battrai pour toi, pour nous toutes. » Les mots d'Hawa semblèrent calmer Fatou, qui finit par s'endormir à ses côtés. Aux premières lueurs du jour, le vieil homme les emmena discrètement au village voisin. Là, ils rencontrèrent le gendarme dont il avait parlé, un homme nommé commandant Diarra, connu pour son intégrité et sa lutte contre les injustices. Le commandant écouta leur récit avec attention. Ses poings se serrèrent de colère en entendant les détails sordides. « Ce réseau a déjà opéré dans la région, » murmura-t-il. « Nous avons essayé de les démanteler, mais ils sont bien organisés. Grâce à vos informations, nous avons une chance de les arrêter.
Il ordonna immédiatement qu'une équipe soit formée pour intervenir. Hawa et les filles furent mises en sécurité dans un poste de police, où elles purent enfin se reposer un peu. Le lendemain, une opération de grande envergure fut lancée. Grâce aux indications précises des filles sur l'emplacement du bâtiment et les habitudes des ravisseurs, la police put encercler le lieu. Hawa, Fatou et Mariam furent tenues à l'écart pour leur sécurité, mais elles furent informées en temps réel des progrès de l'opération. Plusieurs membres du réseau, dont Mamaka, furent arrêtés, et plusieurs autres filles furent libérées. Quand la nouvelle leur parvint, Fatou éclata en larmes. « On a réussi », murmura-t-elle, presque incrédule. Hawa, elle, sentit une vague de soulagement, mais aussi de responsabilité. Elle savait que leur combat n'était pas fini. Les jours qui suivirent la libération des filles furent marqués par un mélange de soulagement, de tristesse et de colère. Hawa, Fatou, Mariam et les autres jeunes femmes furent placées dans un centre d'accueil temporaire, géré par une ONG spécialisée dans la réhabilitation des victimes de trafic humain. Hawa se tenait à la fenêtre d'une petite chambre, regardant les enfants jouer dans la cour du centre. Elle entendait les rires autour d'elle, mais son esprit était embrouillé par des souvenirs douloureux. Elle revoyait les visages de ses bourreaux, les pièces sombres où elle avait été contrainte de renoncer à son innocence, et surtout le sourire glacé de Tarek, celui qu'elle avait tant aimé. « Hawa ? Tu vas bien ?» demanda Fatou en s'approchant timidement. Hawa se retourna et esquissa un sourire triste. « Oui, je vais bien. Enfin, j'essaie. » Fatou posa une main sur son épaule. « Tu es plus forte que tu ne le crois. Grâce à toi, on est en vie. » Ces mots firent monter les larmes aux yeux d'Hawa, mais elle se retint de pleurer. « On est toutes des survivantes, » répondit-elle. Quelques jours plus tard, le commandant Diarra rendit visite aux filles au centre. Il tenait un dossier épais dans ses mains et arborait une expression à la fois grave et déterminée. « Mesdames, commença-t-il, nous avons arrêté plusieurs membres de ce réseau, mais il reste encore des complices à identifier. Votre témoignage est crucial pour les faire tomber. » Un silence pesant s'installa. La peur était encore palpable parmi les filles. Certaines, traumatisées, refusaient de parler, de peur de représailles. « Je veux témoigner », déclara soudain Hawa, brisant le silence. Tous les regards se tournèrent vers elle, ébahis par son courage. « Hawa, tu es sûre ?» demanda Mariam, inquiète. « Oui », répondit-elle fermement. « Si je ne parle pas, ces monstres continueront à détruire des vies. » Le commandant Diarra hocha la tête avec respect. « Ton courage est admirable, Hawa. Mais sache que ce ne sera pas facile. » Hawa passa les jours suivants à raconter chaque détail à la police, revisitant des souvenirs qu'elle aurait préféré oublier. Elle parla de Mamaka, de Tarek, des clients, des conditions inhumaines. Chaque mot était une épreuve, mais elle tenait bon, animée par la volonté de mettre fin à ce cauchemar pour d'autres filles. L'un des moments les plus éprouvants pour Hawa fut d'apprendre que Tarek avait été localisé et arrêté grâce à son témoignage. Lorsqu'elle fut convoquée pour l'identifier, elle sentit ses mains trembler en le voyant. Tarek, menotté, lui lança un regard narquois. « Alors, c'est comme ça que tu me remercies, » dit-il, sarcastique. Hawa sentit sa colère monter, mais elle resta stoïque. « Tu ne mérites rien d'autre que la justice, » répondit-elle avec calme. Ce fut un moment libérateur pour elle. Voir l'homme qu'elle avait aimé être confronté à ses actes lui donna la force de continuer à avancer. L'affaire prit une ampleur nationale. Les médias commencèrent à parler du réseau démantelé, et le nom d'Hawa fut bientôt associé à cette victoire. Elle fut décrite comme une héroïne, une survivante qui avait osé se lever contre ses oppresseurs. Des journalistes demandèrent à l'interviewer, mais Hawa refusa dans un premier temps. Elle ne se sentait pas prête à exposer publiquement sa douleur. Cependant, après des jours de réflexion, elle accepta de participer à une émission télévisée, espérant sensibiliser la population et prévenir d'autres drames. Sur le plateau, face aux caméras, elle parla avec une force incroyable. « Je suis ici aujourd'hui parce que j'ai survécu, » dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. « Mais je ne suis pas la seule. Il y a des centaines, peut-être des milliers de filles comme moi qui sont encore prisonnières. Nous devons agir pour les sauver. » Son témoignage bouleversa la nation.
Les appels pour soutenir les victimes de trafic humain augmentèrent, et des fonds furent levés pour renforcer les actions des ONG. Après des semaines de procédures, Hawa fut finalement autorisée à rentrer chez elle. Ses parents, qui n'avaient jamais cessé de la chercher et de prier pour son retour, l'attendaient à la gare. Lorsqu'elle descendit du train, sa mère se précipita vers elle et l'enlaça avec une force presque désespérée. « Ma fille, tu es enfin là », murmura-t-elle, les larmes roulant sur ses joues. Hawa se laissa aller dans ses bras, sentant enfin le poids de ses épreuves s'alléger. Son père, debout un peu en retrait, avait les yeux rougis mais un sourire rempli de fierté. « Tu es une vraie guerrière, ma fille, » dit-il. Le village tout entier l'accueillit comme une héroïne. Des voisins vinrent lui offrir des cadeaux, et une petite cérémonie fut organisée en son honneur. Pourtant, au fond d'elle, Hawa savait que son combat n'était pas terminé. Avec l'aide des ONG, Hawa commença à travailler sur un projet visant à sensibiliser les jeunes filles sur les dangers du trafic humain et à soutenir les survivantes. Elle transformait sa douleur en force, déterminée à protéger d'autres jeunes femmes des horreurs qu'elle avait subies. Chaque soir, lorsqu'elle regardait le ciel étoilé, elle se rappelait le chemin parcouru. Elle n'était plus la même, mais elle avait trouvé une nouvelle mission, celle d'être une voix pour celles qui n'en avaient pas. Le retour d'Hawa dans son village avait marqué un tournant dans sa vie. Malgré les acclamations et l'accueil chaleureux de sa communauté, elle savait que les cicatrices qu'elle portait allaient nécessiter du temps pour guérir. La reconnaissance publique lui donnait une certaine fierté, mais elle ressentait aussi le poids d'une responsabilité immense, celle d'honorer le combat de celles qui n'avaient pas eu la chance de s'en sortir. Les jours qui suivirent furent remplis d'émotions contradictoires. Sa mère, attentive, veillait sur elle comme sur une flamme fragile, tandis que son père, plus réservé, l'observait de loin, un mélange d'admiration et de douleur dans les yeux. « Hawa, prends le temps qu'il te faut », lui disait souvent sa mère. « Personne n'attend que tu sois forte tout de suite. » Mais Hawa ne voulait pas l'attendre. Elle voulait agir, transformer sa souffrance en quelque chose de constructif. Au début, il était difficile pour Hawa de retrouver une vie normale. Les regards des villageois, bien que remplis de respect, la gênaient. Elle sentait qu'ils la voyaient comme une héroïne, mais aussi comme une victime. Un jour, alors qu'elle se rendait au marché, elle entendit deux femmes murmurer derrière elle. « Pauvre fille, ce qu'elle a dû subir. » Hawa s'arrêta et se tourna vers elle, son regard empreint de détermination. « Je ne suis pas une pauvre fille. Je suis une survivante, » leur dit-elle fermement avant de continuer son chemin. Ce moment marqua un déclic en elle. Elle comprit qu'elle devait prendre le contrôle de son récit, ne plus se laisser définir par son passé. Avec l'aide des ONG qui l'avaient soutenue, Hawa lança un projet de sensibilisation dans sa région. Elle organisa des ateliers dans les écoles pour parler aux jeunes filles et garçons des dangers du trafic humain et de la manipulation. « Je veux que vous sachiez reconnaître les signes », leur disait-elle lors de ses interventions. Si quelqu'un vous promet des choses trop belles pour être vraies, soyez prudent. Et parlez-en à vos parents ou à quelqu'un de confiance. Ces paroles, empreintes d'expérience et de sincérité, touchaient les cœurs. Les filles l'écoutaient avec admiration, et les garçons, souvent négligés dans ce type de sensibilisation, commençaient à comprendre leur rôle dans la lutte contre ces injustices. Fatou et Mariam, qui avaient aussi choisi de s'impliquer, l'aidaient dans cette mission. Ensemble, elles formèrent une équipe soudée, unie par leur vécu et leur volonté de faire une différence. Pendant ce temps, le procès des membres du réseau criminel avançait. Hawa fut appelée à témoigner devant le tribunal. Ce fut l'un des moments les plus éprouvants de sa vie. Lorsqu'elle entra dans la salle d'audience, elle sentit le regard glacial de Mamaka et de Tarek peser sur elle. Elle hésita un instant, mais le commandant Diarra, présent pour la soutenir, lui fit un signe d'encouragement. « Vous pouvez le faire », lui murmura-t-il. Hawa s'avança vers la barre et raconta son histoire, une fois de plus. Cette fois, cependant, elle ne sentit pas la douleur l'écraser. Au contraire, chaque mot qu'elle prononçait semblait alléger le fardeau qu'elle portait. Lorsque le juge rendit son verdict, condamnant les criminels à de lourdes peines de prison, Hawa sentit une vague de soulagement. Justice avait été rendue, et le réseau était officiellement démantelé. L'impact de son témoignage et de son engagement ne passa pas inaperçu.
Des médias nationaux et internationaux commencèrent à s'intéresser à son histoire. Hawa fut invitée à participer à des conférences et à partager son expérience avec d'autres survivantes. Lors d'une conférence à Dakar, elle monta sur scène devant une salle comble. Elle parla de sa douleur, de sa lutte et de son espoir. « Je ne suis pas ici parce que je suis spéciale, dit-elle. Je suis ici parce que j'ai eu la chance de m'en sortir, et je veux que cette chance soit donnée à d'autres. » Les applaudissements fusèrent. Hawa sentit une chaleur envahir son cœur. Ce combat, bien que difficile, donnait un sens à tout ce qu'elle avait traversé. À mesure qu'elle avançait dans sa reconstruction, Hawa trouva un soutien inattendu dans son entourage. Ses parents, qui avaient d'abord hésité à parler de ce qu'elle avait vécu, devinrent ses plus grands alliés. « Nous sommes fiers de toi », lui dit un jour son père, les yeux brillants d'émotion. « Tu es la preuve que même dans les moments les plus sombres, on peut trouver la lumière. » Fatou et Mariam, elles aussi, jouaient un rôle crucial dans son rétablissement. Elles s'encourageaient mutuellement, partageant leurs peurs et leurs espoirs. Un soir, alors qu'elles se retrouvaient pour discuter de leur projet, Mariam fit une suggestion. « Et si on ouvrait un centre pour aider les filles comme nous ? Un endroit où elles pourraient se sentir en sécurité et reconstruire leur vie. » Hawa sourit, l'idée éveillant en elle une nouvelle ambition. « Ce serait magnifique, dit-elle. Et je sais qu'on peut y arriver. » Les mois passèrent, et le projet prit forme. Avec l'aide des ONG et de donateurs touchés par leur histoire, elles réussirent à ouvrir un centre d'accueil dans leur région. Baptisé « Maison de l'Espoir », ce centre devint un refuge pour des dizaines de filles en détresse. Hawa, désormais directrice du centre, consacrait ses journées à accompagner les survivantes, à les écouter et à leur montrer qu'un avenir était possible. Chaque soir, lorsqu'elle se retrouvait seule, elle repensait à tout ce qu'elle avait traversé. Bien qu'elle ne puisse jamais effacer les cicatrices, elle sentait que sa vie avait pris un nouveau sens. Le centre « Maison de l'Espoir » était devenu un véritable havre de paix pour des centaines de filles, chacune d'elles portant en elles des blessures invisibles, mais toutes résolues à reconstruire leur vie. Hawa, désormais à la tête de cette organisation, était plus déterminée que jamais. Elle n'avait pas pu devenir l'infirmière qu'elle voulait être, mais elle se jura d'accompagner les autres vers l'accomplissement de leurs rêves. Elle était souvent invitée à des conférences dans plusieurs villes comme Lagos, Douala-Libreville ou Accra. Ses parents, fiers de son engagement, l'accompagnaient chaque jour dans cette noble mission. Chaque matin, Hawa se levait avec l'espoir que sa douleur puisse servir à quelque chose de plus grand. Elle avait transformé ses démons intérieurs en un moteur puissant, et chaque sourire d'une jeune fille qui retrouvait sa dignité lui confirmait qu'elle était sur la bonne voie. Elle se souvenait de son propre parcours, de sa douleur à la perte de son innocence, mais aussi de la force qu'elle avait puisée dans les ténèbres pour en sortir. Elle ne voulait plus être une simple victime, elle voulait être un phare pour celles qui, comme elle, avaient été laissées dans l'ombre. Un matin, alors qu'elle se promenait dans les jardins du centre, elle aperçut Mariam et Fatou, assises sous un arbre, en pleine conversation. Elles semblaient discuter sérieusement, mais à l'apparence de leur sourire, Hawa savait que la paix régnait enfin dans leur cœur. Ces deux-là avaient été ses sœurs dans cette épreuve, et leur lien était désormais indestructible. Un jour, le gouvernement annonça une nouvelle législation visant à renforcer la protection des victimes de trafic humain. C'était une victoire pour Hawa et ses compagnons de lutte, mais elle savait qu'il restait encore beaucoup à faire. Les mentalités devaient changer, la société devait évoluer pour réellement protéger les plus vulnérables. Hawa fut invitée à participer à une table ronde à Abidjan, où elle discuta avec des autorités gouvernementales, des organisations internationales et des défenseurs des droits de l'homme. En tant que témoin direct de la violence et de la réhabilitation, ses paroles furent d'une grande force. Elle parla des failles du système, de l'importance de l'éducation pour prévenir les risques, et de la nécessité de renforcer les réseaux de soutien pour les survivants. Le véritable travail commence après la libération, expliqua-t-elle. Il ne suffit pas de les sauver, il faut aussi les accompagner dans la reconstruction. Son intervention marqua les esprits, et elle reçut des offres de financement pour son centre, ce qui lui permettait d'étendre ses services et d'aider encore plus de jeunes filles. Les mois passèrent, et le centre grandissait. Hawa se voyait de plus en plus comme une leader, mais elle n'avait jamais perdu de vue l'humilité qui l'avait guidée tout au long de son parcours. Elle savait que ses actions avaient un impact,
mais elle n'oubliait jamais les souffrances de celles qui n'avaient pas eu la chance de se faire entendre. Chaque jour, elle accueillait de nouvelles filles, leur offrant un toit, des soins, mais aussi une oreille attentive. Ces moments de partage étaient pour elle des rappels quotidiens du prix de la liberté. Pourtant, malgré ses succès, Hawa n'était toujours pas totalement guérie. Certaines nuits, les vieux fantômes du passé revenaient la hanter. Les voix des hommes, les yeux vides de Tarek, et le visage de Mamak la tourmentaient encore. Mais au lieu de fuir ses souvenirs, Hawa avait appris à les accepter. Elle comprenait que ces cicatrices faisaient désormais partie d'elle. Elles étaient la preuve de sa résilience, de son courage, et de sa volonté de se relever. Elle avait compris qu'il ne fallait pas oublier le passé, mais en tirer la force pour bâtir un avenir plus lumineux. Elle prit un moment pour écrire dans son journal intime, comme elle en avait l'habitude, afin de coucher ses pensées sur le papier. Cela lui permettait de clarifier son esprit et de canaliser ses émotions. Ce soir-là, elle écrivit. « Je suis un témoin de l'espoir. Je suis une survivante, mais je ne suis plus seule. Chaque vie que j'aide à reconstruire est une victoire contre les ténèbres. Et un jour, peut-être, ces ténèbres ne seront plus qu'un souvenir. » Ces mots résonnaient en elle comme un mantra, et elle savait qu'ils guideraient ses pas dans les années à venir. Hawa avait enfin trouvé sa place dans le monde. Son engagement avait donné naissance à une nouvelle génération de défenseurs des droits des filles et des femmes. Elle avait été un modèle pour les jeunes filles qui avaient grandi en elle, prouvant qu'il n'était jamais trop tard pour se battre et se relever, peu importe les épreuves qu'elles avaient traversées. Le centre « Maison de l'Espoir » devenait une référence dans la région, attirant des ressources et des volontaires qui contribuaient à faire de ce lieu un sanctuaire pour les victimes. Il y avait des formations professionnelles, des séances de thérapie, des programmes éducatifs et des activités récréatives. Chaque aspect du centre visait à redonner aux filles le pouvoir qu'elles avaient perdu, à leur permettre de reconstruire leur dignité et à leur offrir un avenir sans peur. Un soir, alors qu'elle observait les jeunes filles jouer dans le jardin du centre, Hawa sourit. Elle ne connaissait pas son histoire, mais elles étaient l'incarnation de l'espoir. Leur avenir brillait devant elle, et Hawa savait que, grâce à son travail et à son engagement, elle avait contribué à rendre ce monde un peu plus juste, un peu plus lumineux. Elle tourna son regard vers l'horizon, où le soleil se couchait, baignant le paysage d'une lumière dorée. Un nouveau chapitre de sa vie était en train de commencer, un chapitre qu'elle allait écrire avec les autres survivantes, main dans la main, et qui, elle l'espérait, offrirait à toutes les jeunes filles du monde un avenir fait de liberté, de dignité et de respect.